We all have a life, but we struggle to live it. So we need tips. Fin de l'histoire parce que That's why I, Willowwood Boy, will give you tips coming from you guys. Bienvenue dans Life Struggle and Tips. Sup people, we're boy here. Alors bienvenue pour un nouvel épisode. Ça fait un bon moment on s'est pas vu. Oui, parce que je suis resté 2 semaines sans poster, bien évidemment. Les aléas du métier, j'ai envie de dire. Je me suis mis en mode full boost parce que ça faisait un bon moment que j'étais resté sans poster. J'étais resté très longtemps sans poster. Je me suis dit, vas-y, il faut que tu postes. Donc, il fallait que je poste tout ce que j'avais enregistré. Donc, je me suis mis en mode full boost et j'ai enregistré. Plus tard, il fallait éditer. Genre, j'ai édité en masse, j'ai publié en masse. J'ai démarré le compte TikTok, by the way. Bienvenue à toutes les personnes qui nous viennent de TikTok, qui sont là dans le pod. Merci de nous suivre et de nous accompagner dans cette aventure. Ça fait très plaisir de vous accueillir. Alors, je disais, j'ai démarré le compte TikTok. Donc, du coup, TikTok plus le podcast normal, ça fait beaucoup de trucs. Déjà, le TikTok, c'est pour le podcast. Mais après, il faut faire des edits spéciales TikTok. Il faut répondre aux messages sur TikTok. C'est une dépense en plus en énergie et en focus. Il faut alimenter le compte Instagram que j'alimente bien moins que le TikTok. Mais bon, quand même, il est là, il survit. Faut continuer de garder les idées qu'on avait de base pour que le podcast il continue à avancer. Faut continuer à... Ça fait beaucoup de travail. Donc, du coup, à un moment donné, j'ai fait un petit crash. En plus de mon travail tous les jours. Parce qu'après, je suis en freelance photo et vidéo. Oui, de haut passage, si vous m'écoutez, que vous avez je sais pas, vous avez un business, en tout cas un business qui a l'argent. Parce que moi, j'ai besoin d'argent parce que le podcast, il ne me nourrit pas. Je propose mes services en photo et en vidéo. Je fais très bien, Inch'Allah. And yeah, people. Donc, du coup, en plus de mon travail, le podcast, TikTok, Instagram, j'ai fait un petit crash. Naturellement. Quelqu'un m'avait prévenu, la personne m'a dit, William, tu vas faire un crash. Là, tu y vas trop fort. Tu appuies sur la pédale de vitesse, tu vas faire un crash. Je lui ai dit, t'inquiète, je gère. En réalité, je ne gère rien. J'ai fait un crash. And j'ai fait un crash. And here I am now. Mais par contre, ça me fait très plaisir parce que le podcast, il a bien démarré. On a beaucoup de choses en cours. J'ai été très inspiré. Je compte faire un shout-out à Toftal, à l'équipe de Toftal Studio, Pape Serine. C'est des gens qui m'ont donné beaucoup envie de reprendre et de continuer le podcast. Sans eux, à un moment donné, j'allais lâcher le podcast parce que je me suis dit, voilà, j'allais plafonner et tout. Donc, du coup, on reste un peu dans la même continuité. Je remercie un peu les retours qu'on a eu sur TikTok la semaine dernière. Je parle beaucoup de TikTok dans cet épisode parce que c'est un nouveau truc dans le pod. Il y a beaucoup de retours par rapport à la vidéo sur les femmes, Jigen Boubah Demoun. Même si j'ai publié un autre podcast bien après. N'empêche, Jigen Boubah Demoun compte beaucoup plus d'écoutes et beaucoup plus de vues et beaucoup plus de retours parce que j'ai eu beaucoup de retours, beaucoup de commentaires, beaucoup de personnes qui m'ont raconté leur histoire personnelle. Comment on appelle ça, des témoignages. J'ai eu beaucoup de témoignages, beaucoup de personnes qui se sont confiées à moi et je me rends compte de comment les femmes elles souffrent, comment le monde ne parle pas assez du fait que les femmes souffrent, comment on oblige les femmes de se taire par rapport à c'est ça. Quand on oblige aux femmes de se taire par rapport à leur souffrance, comment on leur intime de se taire, qu'on ne les laisse pas partager leur souffrance et ce qu'elles vivent. Et donc, du coup, certainement partager leur vie. Et je leur remercie juste pour la confiance parce que ce n'est pas évident de rencontrer un inconnu sur Internet. En l'occurrence, moi, les gens écoutent mon podcast et tout, mais on ne se connaît pas on se connaît pas dans la vraie vie, on n'est pas amis. Et donc, du coup, les gens décident de se confier à moi. Thank you for je ne sais pas si je vais vous remercier ou si je vais être reconnaissant. En tout cas, c'est un honneur que vous me faites et de me faire confiance. So, people, aujourd'hui, j'ai décidé d'aborder un sujet un peu plus light. On a fait beaucoup d'émotions, c'est allé très hardcore. Je vous ai crié dessus un moment. Donc, j'ai décidé de relâcher un peu. Et en attendant, parce que j'ai une liste d'épisodes à venir, ça ne va pas être très plaisant pour beaucoup. Pour moi, peut-être. Beaucoup. En tout cas, voilà. Donc, du coup, buckle up, people, because you and I, in this pod, we are going to kill it. Il y a une époque, dans le pod, j'avais fait un épisode qui s'intitulait Les méchants charismatiques. Dans les méchants charismatiques, il y a ce qu'on appelle des méchants qui, quelque part, on disait qu'ils n'avaient pas tort.
un peu comme Thanos, un peu comme Tyrion, un peu comme celui qui est devenu Dark Vador plus tard, Anakin Skywalker. Donc du coup, j'ai parlé de pas mal de méchants, j'ai parlé de Madara Uchiwa également, j'ai parlé de pas mal de méchants. Dans cet épisode-là, je vais revenir sur d'autres méchants qui sont qui sont pas forcément loin des autres méchants, qui sont d'un autre type, mais en réalité qui sont surtout, alors qui sont pas loin des autres méchants que j'avais évoqués, mais en fait qui sont surtout, qui vivent en fait un peu autre chose, Alors, il y a ces méchants, il y a toujours ces vilains, ces méchants. Peut-être vous en croisez dans la vie de tous les jours. Ces gens qu'on nous a vendus comme des méchants, comme des mauvais, comme des personnes mauvaises, comme des personnes... et qui, quelque part, le sont, parce qu'elles font du mal. Mais en réalité, ce que cette méchanceté, c'est que ce dédain, cette envie de faire du mal cache, c'est que ce sont des personnes qui sont au fond des victimes. Ce sont des personnes qui sont de grosses victimes, qui ne le savent pas. D'autres le savent et donc du coup ont envie de le faire vivre aux autres parce qu'on le leur a fait vivre. Donc la première personne dont je vais parler, le premier personnage, autant pour moi, alors j'ai choisi des personnages qui viennent d'univers multiples. Hein. J'ai choisi des personnages qui viennent de films, d'animés, comme d'habitude. De films et d'animés pour cette fois, mais d'habitude je fais film, Disney ou animé. Cette fois-ci, le premier personnage avec qui je vais commencer, c'est Zuko. Pourquoi le prince Zuko? Parce que Zuko était dans les méchants charismatiques. J'ai parlé de lui dans les méchants charismatiques. Et en fait, Zuko, c'est quelqu'un qui cherchait un peu le regard de son père, la fierté de son père, et un peu, pas, je dirais pas la rédemption, mais il voulait que son père soit fier de lui. Et bah, quelque part, bah, Zuko est devenu un méchant dans Avatar parce que son père a été méchant envers lui. Et tout ce qu'on lui a appris, 50% de tout ce qu'on lui a appris dans la vie, c'est de la méchanceté. Son père n'a été que méchant sur tout le long et son père n'a fait que l'utiliser. Il a eu un père très manipulateur et il a eu un père qui l'a éduqué à travers la manipulation, à travers des démonstrations de force, à travers des démonstrations en lui montrant que lui, il était faible, le faisant douter de lui-même, en se mettant en avant et en mettant en avant sa sœur, qui on croyait qu'il l'aimait. À la fin, on se rend compte qu'il ne l'aimait pas, qu'il l'utilisait aussi également, mais parce qu'elle, elle avait une puissance que Zuko n'avait pas. Elle avait une force que Zuko n'avait pas. Et c'est tout ce dont il avait besoin. Il avait besoin de s'entourer de gens forts, et cette fille était forte. Et donc, du coup, il avait accepté de s'entourer d'elle. C'est la sœur de Zuko, c'était Azula. Et donc, du coup, le prince Zuko est devenu quelqu'un de très méchant. Bon, d'abord, il voulait chercher l'avatar, tuer l'avatar, ramener l'avatar, parce que bah, son honneur, entre guillemets, en dépendait, sa rédemption en dépendait. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'en agissant comme ça, il tuait la partie de lui-même qui était cohérente, c'est la partie de lui-même qui était vivante, la partie de lui-même qui était humaine. Comme Sirius disait, on a tous une part d'ombre et de lumière, ce qui compte, c'est la part qu'on laisse s'exprimer. Et comme Dumbledore disait, ce sont nos actes, pas nos paroles, qui montrent ce que nous sommes vraiment. En réalité, Zuko avait une part d'ombre et de lumière. À un moment donné, il a nourri tellement cette part d'ombre parce que il avait peur de son père, parce que son père lui a fait du mal. Il avait peur de la honte parce qu'il était rempli de honte, ce qui a provoqué en lui une énorme colère et une énorme fierté. Et donc, du coup, il s'est dit, vas-y, tu sais quoi, on va trouver l'avatar, on va le tuer. Toute personne qui se trouve en travers de moi et l'avatar, je vais également les tuer. Une personne a compris que cet homme avait un bon côté à l'intérieur de lui, c'était son oncle, c'était l'oncle Hiro, et l'oncle Hiro a décidé de rester avec lui et a décidé de l'accompagner dans son cheminement. Au moment où il serait prêt, il allait l'aider à guérir et c'est ce qu'il a fait. Et finalement, c'est un homme qui a trouvé la paix. Tu trouves la paix en abandonnant. Tu trouves la paix en abandonnant en fait l'héritage que tes bourreaux t'ont donné. Et c'est ce qu'il a fait, le prince Zuko. Une autre personne dans la même lignée, ils ont tous vécu des choses difficiles. Je vais raconter une autre personne. Une autre personne, je vais choisir au hasard. On n'a qu'une seule femme dans la liste, et donc c'est sur elle que je vais rebondir. C'est Urumi Kanzaki. Si vous regardez des animés, vous connaissez probablement GTO. Et dans GTO, il y a le personnage d'Urumi Kanzaki qui, à un moment donné, est très craint. C'est un personnage elle est très crainte, elle est méchante, elle est viscérale, elle est vicieuse, elle fait peur,
elle crée des explosions, elle explose toute une école, déjà toute petite. Elle a explosé. Et c'était une terroriste, elle a explosé tout son jardin d'enfants. Et plus tard, en grandissant, bah, c'est son lycée qui est passé, elle a explosé son lycée. Et malheureusement, tout ça, c'est le fruit de elle qui, quand elle était plus jeune, a confié à l'une de ses maîtresses quel était le résultat d'une production in vitro. Donc, ce qui fait que son père n'était pas dans sa... Bon, oui, ça n'a rien à... C'est pas logique. Mais elle, dans sa vie, son père n'était pas dans sa vie. Sa mère l'a élevée toute seule. Mais vu que sa mère n'avait jamais son temps, sa mère n'a jamais pu lui procurer de l'amour et de l'attention dont elle avait besoin. Donc, quand elle a rencontré sa maîtresse et qu'elle lui a sa maîtresse, elle l'aimait. Et donc, Urumi, naturellement, elle avait un dad issue, ce qui faisait qu'elle manquait énormément d'attention et d'amour. Donc, du coup, elle demandait beaucoup plus d'attention à sa maîtresse, qui un jour a craqué devant tout le monde, devant tous les élèves, et a raconté son secret, qu'elle était issue d'une expérience in vitro et qu'elle n'avait pas de vrai père. Parce qu'en réalité, on ne connaissait pas son vrai père. Et ce qui lui a valu des foudres de tout le monde s'est moqué d'elle, on l'a bully un peu, ce qui a fait qu'elle s'est réveillée, elle a décidé d'incendier et d'exploser son jardin d'enfants. C'est ce qu'elle a fait. Plus tard, elle a eu cette réputation d'exploser les écoles où elle passe, notamment son lycée, qu'elle a explosé pour faire peur à un autre prof, parce qu'elle a commencé à détester tous les enseignants après ça. Elle a détesté tous les enseignants, elle est devenue méchante, elle est devenue viscérale et vicieuse. Plus personne n'osait l'approcher et lui parler. Et on s'est juste rendu compte que c'est d'abord parce qu'elle n'a pas connu son père, donc elle avait un gouffre, elle était un gouffre d'attention. Donc elle avait des blessures qu'elle n'avait pas comblées, elle avait des blessures, elle se sentait abandonnée par la société et sa mère, elle se sentait rejetée, elle se sentait abandonnée par la société et son père, elle se sentait rejetée par sa mère. Et finalement, quand elle a trouvé une figure maternelle en la personne de sa maîtresse, elle s'est retrouvée également abandonnée parce que la personne est partie, et rejetée, mais ensuite trahie. Donc, du coup, elle a décidé de détester les profs. Elle faisait vivre la misère aux professeurs. Les professeurs avaient peur d'elle. Tout le monde avait peur d'elle. Elle est devenue la personne la plus crainte, la personne la plus méchante. Et en fait, c'est juste pour vous montrer à quel point elle est devenue une victime, à quel point elle est devenue une victime d'abord du système, de ce qu'on lui a fait, d'une victime de ce qu'elle a vécu, mais plus une victime d'elle-même. Elle a eu des bourreaux, mais elle était son propre bourreau à la suite. Très souvent, les gens te font du mal, j'ai dû le dire avant. Très souvent, les gens te font du mal, mais c'est parce qu'ils ont mal eux-mêmes. Les personnes les plus à même de te faire du mal sont les personnes qui, intérieurement, souffrent au plus profond de leur âme. C'est les personnes qui, dedans, sont détruites. C'est des personnes qui pensent qu'elles sont récupérables. Et donc, du coup, c'est des personnes qui, intrinsèquement, vivent avec la douleur et les ténèbres. Et donc, du coup, elles ont envie de faire mal à une autre personne. Très souvent, c'est des personnes à qui on a fait mal, qui se sont retrouvées dans la position-là, et donc, du coup, qui décident de faire mal aux autres. Et donc, du coup, c'est des personnes victimes. Très souvent, c'est des personnes qui n'ont pas pu dépasser le stade de victime. Parce que quand on te fait du mal, il y a un moment où tu vis la douleur. Il y a un moment où tu acceptes d'être une victime. Il y a un moment où tu acknowledge le tout. Quand tu as fait du mal, que tu as vécu la douleur et tu décides de guérir. Après là, bah, il y a tout ce qu'il faut, un accompagnement d'un professionnel et tout. Et là, tu guéris de ça. C'est des personnes qui n'ont pas dépassé ce stade-là. C'est des personnes qui n'ont pas dépassé le stade de victimisation. Donc, du coup, ils ont utilisé ce qu'on leur a fait pour se donner une raison et dire, bah, tiens, on m'a coupé un doigt. Moi, je vais faire le tour du monde et je vais couper des mains. C'est tout ce qui se passe. Vu que quelqu'un m'a coupé un doigt, il y a une part du monde que les autres ne connaissent pas. Ils pensent que le monde, tout est rose, tout le monde sourit, tout le monde fait quelque chose. Je vais leur montrer qu'il y a une part sombre dans le monde et je vais leur montrer la réalité en face. Parce qu'il y a des gens comme ça, ils se disent qu'eux, ils connaissent la réalité, les autres ne connaissent pas la réalité parce qu'eux, ils ont vécu de la souffrance, les autres non. Et donc, du coup, ils font le tour, ils font du mal aux gens. Ils font du mal aux gens parce qu'ils ont mal. Ils ont continuellement mal, ils ont envie que les autres ressentent la même chose qu'eux, ils ont vécu. Et donc, du coup, ils continuent à faire du mal aux gens. Et c'est le cas de Urumi Kanzaki qui finalement, dans cet animé-là, finit par se faire sauver par son professeur, qui l'aide, qui lui montre la bonne voie. Et c'est pas l'idée que je développe un peu dans cet épisode-là, c'est juste pour vous montrer le pourquoi elle est devenue méchante, et etc., etc., etc. Une personne très intéressante dont je vais parler ensuite, c'est Magneto. Eric Magneto, qui est dans le film X-Men.
que beaucoup, je ne sais pas si les jeunes d'aujourd'hui connaissent vraiment Eric Magneto, parce que dans les films, on vous montre Magneto jeune, mais il y a le Magneto un peu vieux que nous, on a connu dans les X-Men, les 3 premiers X-Men de l'époque, là. Magneto, c'est un personnage très intéressant qui, lorsqu'il était plus jeune, s'est retrouvé séparé de sa mère lors de l'Holocauste juif, s'est retrouvé séparé de sa mère et de son père par naturellement des humains. Et en fait, il s'est avéré que lui, il avait des pouvoirs qu'il ignorait. Et donc, du coup, on l'a séparé de ses parents, on a tué ses parents, lui, on l'a recueilli autre part, il a fini par s'échapper. Mais il a toujours gardé cette haine viscérale contre les humains parce que d'abord, les humains l'ont séparé de ses parents. Ensuite, ils ont tué ses parents. Il n'est pas mort, mais il a gardé cette haine. Et donc, du coup, sur tout le long de la trilogie, de l'histoire, des comics X-Men, tu te rends compte qu'il y a toujours Xavier qui est là pour le ramener à la raison, parce que c'est quelqu'un qui a compris. C'est quelqu'un qui a compris que Magneto n'était pas mauvais, qu'il avait un bon fond, mais que c'est la société qui l'avait rendu comme ça. Il a développé ça pour pouvoir se défendre. Il a développé ça pour pouvoir se rappeler. Il a développé ça pour pouvoir... pour ne plus se sentir... how do you call that? Il ne voulait plus se sentir impuissant. Voilà. Il voulait plus se sentir impuissant par rapport à une situation. Il avait déjà un pouvoir qui est celui de contrôler le métal. Il a décidé d'utiliser son pouvoir à bon escient, entre guillemets, pour lui, alors pour se défendre, et pour faire du mal aux gens à qui il pense qu'ils lui veulent du mal. Donc, il a quelque peu développé une sorte de paranoïa en système d'autodéfense, qui, dès qu'un humain en face fait un faux pas, il se dit, bah, tiens, ils sont intrinsèquement mauvais, les humains, bah, je vais leur faire du mal. Parce qu'à l'époque, un humain lui a fait du mal, en l'occurrence en tuant ses parents, en tuant sa mère et son père, en mettant fin à leur vie. Donc, du coup, et en lui faisant du mal à lui, on lui a fait du mal, on l'a torturé, on lui a tatoué un numéro, il n'oublie jamais son numéro, il le regarde tout le temps. Et c'est ça. C'est ça, en fait, qu'on a fait de Magneto. On a fait de lui une machine à tuer. On a fait de lui une machine à torture parce que il s'est infligé des tortures aux gens. On a fait de lui un sociopathe, quelque part, parce que il ressent pas beaucoup d'émotions, hein, mais il a un bon fond. En fait, c'est ça qui est fou. C'est que le monsieur, il a quelque part un bon fond. Il est devenu manipulateur. Il est devenu quelqu'un qui a envie de protéger les personnes qu'il considère comme les siens, mais de faire du mal aux autres. Peu importe si la personne en face est bonne ou mauvaise, il a décidé de lui faire du mal parce que la vie, les hommes lui ont fait du mal. Et c'est lui, Eric Magneto, voilà. Dans la vie, certaines personnes, comme je le disais plus tôt, ont vécu des choses, sont devenus des sortes de mi-humains, mi-monstres, parce que la vie leur a imposé des choses. La vie leur a imposé des choix. Et en fait, à un moment donné, la vie t'impose des choix et c'est à toi de choisir qui tu veux devenir. Certains choix qui sont plus faciles que d'autres. Certains vont écouter cette partie du podcast et me dire c'est facile pour lui de dire ça, c'est facile pour tout le monde de le dire. C'est plus difficile d'être confronté à une situation où tu as le choix d'être la personne que tu veux être parce que techniquement, tes raisons sont justifiées quelque part parce que une situation est là. Hein. On t'a fait du mal, on a voulu te détruire, on a voulu te tuer, on t'a. Quand j'ai dit on t'a, ça veut dire on t'a fait, t'as vécu, t'as subi. Là, tu te dis, je mérite, moi aussi, de faire subir aux autres ce qu'ils m'ont fait subir. Sauf que, quand tu commences à développer la haine et la colère sont similaires au feu. Un feu, tu peux l'allumer, mais tant qu'il y a du vent et de l'oxygène, tu ne contrôles plus ce feu. Tu peux allumer un feu dans une forêt, mais tant qu'il y aura du vent et de l'oxygène, ce n'est plus ton feu. C'est un feu tout court. Tu ne sauras pas l'éteindre. La rage et la colère fonctionnent pareil. Les démarrer, ça dépend de toi, peut-être, très souvent. Mais l'éteindre ne dépend pas de toi parce que c'est très, très dur. Alors, même si ça dépend de toi, tu vas galérer parce que ça va s'étendre et ça va se propager à une telle vitesse, avec une telle force, avec une telle vigueur que tu ne pourras plus faire demi-tour. Beaucoup de gens aujourd'hui vivent drivés par la colère. Tu leur enlèves la colère, ils ne savent plus quoi faire. Beaucoup de gens ne connaissent que ça. C'est comme beaucoup de personnes ne connaissent que la tristesse dans leur vie, ils sont mélancoliques. Beaucoup de gens ne connaissent que la colère. Si tu leur enlèves la colère, ils vont se sentir perdus et désemparés, ils vont te dire mais
Maintenant que j'ai plus de colère, je fais quoi? Maintenant que je n'ai plus de driving, de driving power, maintenant que je n'ai plus de driving force, autant pour moi, de willpower, je fais quoi? Parce que c'était la colère et la haine, leur willpower et leur driving force. Et malheureusement, en fait, la haine et la colère ne sont pas des bons alliés parce que il y a un dicton qui dit que quand tu fais de la haine et de la colère, ton fuel, il te ramène au point de départ. Ton véhicule, il te ramène au point de départ. Bah, quand tu choisis autre chose de plus bienveillant, de plus réfléchi, de plus sage, bah, il t'amène très loin. Et en fait, ce que la haine et la colère ne te prend pas, il ne va pas te le rendre. Il ne va pas te donner mieux que ce qu'il te prend. Techniquement, Techniquement, c'est ça, en fait, le propre de la haine et de la colère. Ouais, en fait, je suis un peu fatigué parce que, bah... Ah, bien, dernièrement, je fais pas trop de sport, donc du coup, je me suis laissé prendre du poids et c'est ce qui a fait que je suis fatigué. Et puis, il fait chaud, voilà, je suis un peu fatigué. Nouveau setup également, j'ai du mal à cope, j'ai du mal à m'adapter, à gérer, donc également un peu fatigué, naturellement. Bah, people, on va continuer parce qu'il nous reste encore, il nous reste encore une, deux, trois, parce que j'ai décidé de faire 3. 5 plus un bonus, ça nous fait 3. Alors, l'autre personne, la quatrième personne dont je vais parler, je vais en parler brièvement, hein, parce que j'ai pas lu son personnage dans les comics, donc je ne maîtrise pas trop. C'est le personnage de Bane. C'est le personnage de Bane dans Batman, la série Dark Knight de Christopher Nolan. Le personnage de Bane qui est devenu victime un peu de sa bienfaisance, de sa bienveillance, autant pour moi. Il a décidé de dédier sa vie à protéger une enfant. Et malgré la méchanceté de tout le monde, il était bienveillant. Quelque part, Ben n'est pas mauvais. Ben essaye d'éradiquer le mal par le mal. En fait, beaucoup de personnes démarrent leur quête en essayant de faire le bien autour d'eux. Ils se réveillent juste, ils se rendent compte que la manière dont ils s'y sont pris n'est pas la bonne. C'est comme tout essai. Hein. Tout essai est passible d'échec ou de réussite. Beaucoup se retrouvent dans une position où ils ont dévié de leur voie, alors que de base, ils étaient sur la bonne voie. C'est le cas de Bane dans Batman, dans la série des Batman. Je pense que c'est dans le dernier, hein, Dark Knight Rises, Batman Begins, Dark Knight Rises. C'est dans Dark Knight Rises. Et c'est dans celui-là qu'on a le personnage de Bane incarné par Tom Hardy, et qui l'a joué très bien d'ailleurs, et qui est un personnage très charismatique dont j'ai envie de parler dans un autre épisode, si je n'ai pas déjà parlé de lui dans l'épisode précédent, parce qu'il parle de choses très importantes. Il y a un moment donné où il dit tu aimes les ténèbres parce que tu penses que tu as adopté les ténèbres. I was born in it. He said you adopted the dark. I was born in it. Je suis né dans les ténèbres. Les ténèbres m'ont fait. Les ténèbres m'ont fait. Ils ont fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. C'est la personne qui n'a connu que froideur, méchanceté et ténèbres. Voilà. Il est victime de ça. Il est victime de là où il était, cette fosse. Il est victime des gens qui l'entouraient. Comme je dis, après, c'est facile de dire qu'une personne est juste victime. Hein. On a le choix, des fois, mais très difficilement, on se rend compte que certaines personnes, la vie leur a laissé très peu de choix. C'est ce qu'on appelle le mérite de l'âge ou le mérite de la vie. Certaines personnes ont plus de portée de choix que d'autres. Il y a des gens qui ont eu beaucoup de choix. Hein. Ils ont eu le choix d'être des gens bien, des gens très bien. Il y en a qui ont eu très peu de chance pour être des gens bien. Donc, du coup, tout ce qu'ils ont connu les pousse directement à être des gens mauvais. Quoi. C'est comme Bane. Dans sa tête, il fait du bien, mais il est mauvais vis-à-vis de la société parce qu'il ne fait pas forcément du mal il ne fait pas forcément du bien à la société. Et donc, du coup, je ne vais pas m'attarder sur le personnage de Bane parce qu'il y a d'autres personnages que je maîtrise un peu mieux. Notamment le personnage... j'hésite entre mes deux personnages, mais je vais revenir sur le personnage de Nagato. Nagato Pain dans... je me demande si je n'ai pas parlé de Nagato dans les méchants charismatiques. Nagato dans Naruto. Alors, Nagato, c'est une personne qui
Étant petit, il y avait une famille normale, un père, une mère, mais très vite a été victime de quoi? Il a été victime de la guerre qui lui a pris son papa et sa maman. Malgré les tentatives d'un monsieur qu'il a rencontré et qui a essayé de les mettre sur le bon chemin, qui a essayé de les aider à être de meilleures personnes, il avait décidé. Au départ, il a créé une organisation pour protéger les enfants de la guerre, de la famine. Malheureusement, il s'est rendu compte que ce n'était même pas lui, c'est son meilleur ami. Son meilleur ami, autant pour moi, a créé une organisation pour sauver les enfants de la guerre, pour protéger les villages de la famine et de la guerre. Très vite, il se rend compte que la guerre apporte des conflits, des complots. C'est comme je disais tout à l'heure, un incendie, on ne sait pas quand est-ce qu'il va s'arrêter et tout. Un dicton qui dit, une guerre, on la commence, mais on sait quand elle commence, mais on ne sait pas quand est-ce qu'elle s'arrête. Voilà, une guerre, on la commence quand on peut, quand on veut. Une guerre, on la commence quand on veut, mais on la finit quand on peut. Très souvent, tu ne sais pas. Tu ne sais pas quand est-ce que ça finit. Ce n'est plus de ton ressort. Et très souvent, tu ne peux pas. Alors du coup, Nagato, il était dans une équipe avec son meilleur ami Yaiko et une autre de ses amis. Donc du coup, il s'est retrouvé avec son meilleur ami qui est mort, alors que c'est lui qui incarnait tout ce qui est paix, tout ce qui est bienveillance. Et malgré ça, les gens l'ont quand même tué. Lui, il s'est juste rendu compte, moi, mes parents, c'est tout ce que j'avais, bah, on les a tués. Mon meilleur ami, il faisait partie de tout ce que j'avais, bah, on l'a tué. Malgré qu'il propageait tout ce qui est paix et bienveillance, moi, je me dis que pour qu'il y ait de la paix, bah, faut qu'il y ait une guerre, mais il faut qu'il y ait une énormissime guerre. Il faut qu'on tue tout le monde. Il faut qu'on tue toutes les personnes méchantes, toutes les personnes qui veulent du bien à l'humanité pour qu'il y ait la paix. Et donc, du coup, il a commencé à tuer. Toute personne qu'il pensait devait se mettre en travers de lui et de son projet, il devait le tuer. Et il devait rassembler tout ce qu'il pouvait comme force pour arriver à ses fins. Mais malheureusement, dans son cheminement, il tuait des gens. Il a donné des bonnes, il a donné des bonnes leçons hein, pour qu'il y ait. Il ne peut pas y avoir de gagnant sans perdant. Dans toutes les guerres, il y a un gagnant, il y a un perdant. Pour qu'il y ait la paix, il faut forcément qu'il y ait la guerre. Et ça, je l'ai dit dans l'épisode précédent. Pour avoir la paix, bah, prépare la guerre. Civis pacem parabellum. Pour avoir la paix, prépare forcément la guerre. Quoi. Mais dans son cas, bah, c'est allé très extrême. Bah, il s'est dit, bah, tu sais quoi, il y en a marre. J'en ai marre d'être encore puissant. Encore une fois, on a ce sentiment d'impuissance. On a le sentiment d'impuissance, le sentiment de ne rien pouvoir faire face à une situation, le sentiment de se sentir seul, de se sentir petit, de ne pas avoir la force de se défendre. Et donc, du coup, à un moment donné, il faut aller la chercher, cette force. Faut aller la chercher, il faut l'exprimer, il faut devenir une version de toi que tu n'étais pas, une version de toi qui ne va pas avoir peur, qui ne va pas fuir devant les gens, qui ne va pas baisser les yeux. Et donc, du coup, c'est comme ça, de fil en aiguille, qu'ils deviennent une personne qui ne voulait pas devenir, mais qui sont devenus pour se protéger. C'est comme je dis, bah, ils n'avaient pas la latitude de se soigner, de devenir de meilleures versions d'elles-mêmes. Et donc, du coup, bah, ils sont devenus ça. On a le cas de Magneto, on a le cas de Nagato, on a le cas un tout petit peu de Bane, mais Nagato et Magneto ont des similarités. Le personnage avec lequel je vais un peu finir, c'est le président Snow dans la saga Hunger Games et les livres Hunger Games de Suzanne Collins. C'est un personnage très intriguant que je détestais, mais qui m'intriguait comme méchant parce que je me disais, il y a un truc qui cloche chez ce méchant-là parce que je ne comprenais pas. Il était méchant, mais il était honnête. À la fois méchant et honnête, donc il y avait un truc qui clochait. Alors quand j'ai regardé le film sur son histoire, là j'ai compris un peu mieux. Parce que c'était quelqu'un également avant qui était très jeune, très naïf, avec beaucoup de bienveillance, qui voulait vraiment aider les gens et tout. Alors qu'il faisait partie d'une société où il y avait les riches et les puissants d'un côté et les pauvres de l'autre, bah lui il s'est dit qu'il fallait forcément aider les pauvres parce que sa famille était très riche et d'un coup son père s'est ruiné, il est mort et eux ils ont grandi un peu dans la pauvreté et donc du coup il pouvait comprendre un peu mieux les pauvres qui vivaient un peu plus loin. Et alors que lui, il vivait encore chez les riches, il avait cette opportunité de vivre chez les riches, d'aller dans la même école que les riches et tout. Donc, dans sa tête, il pensait qu'il pouvait comprendre les pauvres et vivre avec les pauvres. Et les pauvres, rappelons-le, qui vivaient dans une situation de domination vis-à-vis du Capitole. Et donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il a tenté. On l'a muté dans un... Bon, d'abord, il a triché
pour qu'une fille puisse gagner au concours des Hunger Games, qui, rappelons-le, c'est plusieurs personnes issues des 12 districts, donc 24 personnes qui doivent s'affronter à mort. Il a fait en sorte que la personne qu'il coachait gagne, parce qu'il avait développé de l'empathie pour elle, mais surtout qu'il avait développé un peu d'amour pour elle, amour passionnel pour elle. Et donc, du coup, il a fait en sorte qu'elle gagne. Et lorsqu'elle a gagné, on s'est rendu compte qu'il avait triché pour elle. Et on l'a destitué. Ils ont décidé de l'amener dans un des villages. Il a choisi le district où la fille, elle était, parce qu'il était amoureux d'elle. Plus tard, il s'est juste il s'est donné à fond et tout. Mais au fur et à mesure du film, il s'est fait trahir. D'abord par la fille qu'il aimait plus au monde, encore les femmes, entre guillemets. La fille qu'il aimait plus au monde. Et donc, du coup, il se retrouve à développer une forme de haine envers les personnes, entre guillemets, faibles. Alors, il a commencé à faire des messes basses. Il a voulu revenir à son top parce qu'il s'est dit, c'est la gentillesse et la bienveillance qui l'ont ramené à là où il était. Et en fait, c'est une personne que je vais dire qu'il est victime. Il est victime de sa condition. Il est né riche, d'un père très riche. Et il s'est retrouvé parce qu'il est très intelligent, il s'est retrouvé dans une société très cruelle. Et donc, du coup, il a dit, tu sais quoi, pour survivre, après tout ce qui lui est arrivé comme grâce, et grâce à la personne qui l'a formé plus tard, la personne l'a rappelé, elle lui a dit, mais je vais te poser la même question que je t'ai posée avant que tu me trahisses et avant que tu essayes d'aider les pauvres. C'est pourquoi faisons-nous ces jeux? Pourquoi organisons-nous ces choses-là? Et il lui a dit, maintenant je sais, c'est pour l'espoir. Parce que quand tu veux mater une population, l'espoir est plus important que la peur. Quand tu inspires que la peur et que les gens sont désespérés, il y aura une révolution parce qu'ils savent qu'ils n'ont rien à perdre. Mais quand tu leur prends tout et que tu leur laisses un brin d'espoir, qu'ils pensent qu'il y a une petite chance qu'ils puissent en sortir, ou bien qu'ils puissent vivre sans se rendre compte de ce qu'ils sont en train de vivre, qu'ils prennent des petites doses d'anesthésie là, pour ressentir un tout petit peu de choses. Comme il disait Edgar Yves, la société nous a façonnés d'une telle façon. On travaille du lundi au vendredi sans cesse. On n'a pas de vie, on n'a rien, on ne vit pas. On nous prend notre temps et notre énergie. Le samedi, dimanche, on se bourre la gueule et le lundi, on retourne au travail. C'est une métaphore et c'est un truc qui est réel. On te dira que nous, au Sénégal, en Afrique particulièrement, dans beaucoup de pays, c'est un pays musulman, donc du coup, les gens ne se bourrent pas la gueule. Mais une manière de se bourrer la gueule, on peut se bourrer la gueule d'une manière très différente. Il y en a, c'est l'alcool. Il y en a, c'est le sucre. Il y en a, c'est d'autres types d'addictions. Il y en a, c'est juste les fêtes. Il y en a, ils oublient. Il y en a, ils décident d'oublier durant le week-end. Voilà. Et ensuite, ils reviennent lundi. La routine, elle recommence. Et tu oublies. You make yourself numb in order not to function, not to think by yourself. Et souvent, c'est ce que les gens ils font. Ils s'enferment dans une bulle. Ils décident de ne pas réfléchir pour ne pas ressentir leur douleur, pour ne pas ressentir les problèmes. Et il y en a, tu leur dis, il y a ça et ça et ça qui existe. Non, parce que c'est comme quand au Sénégal, on te dit, ne va pas à l'hôpital, parce que quand tu vas à l'hôpital pour te faire diagnostiquer, on va te sortir des problèmes de ton corps. Et des fois, tu préfères ne pas connaître ces maladies-là, parce que très souvent, les gens n'ont pas de quoi acheter les médicaments, n'ont pas de quoi se soigner, donc du coup, ils préfèrent ne pas savoir. Les gens préfèrent l'ignorance à la connaissance. Les gens préfèrent rester dans l'ignorance, dans l'oubli, voilà, plutôt que de savoir et que ce savoir leur fasse du mal. Ils préfèrent entre guillemets, le mensonge, le non-dit, qui leur procure des choses, je ne dirais pas du bien, mais voilà. Une chose que tu ne connais pas ne peut pas te manquer. Si par exemple, tu ne connais pas la paix, la paix ne peut pas te manquer. C'est que ça. Si tu as vécu que la guerre toute ta vie, la paix ne peut absolument pas te manquer. À aucun moment. Si tu as vécu que de salade toute ta vie, le sucre ne peut vraiment pas te manquer, tu ne le connais pas. C'est que ça. Tu as vécu que d'eau toute ta vie, tu ne peux pas connaître le coca ne te manque pas, tu ne connais pas le coca. C'est un peu ça. Par contre, tu bois une goutte de coca, le coca commence à te manquer, tu en veux plus. Tu consommes un brin de sucre, le sucre commence à te manquer, tu en veux plus. Ça fonctionne pareil. Alors du coup, pour revenir au président Snow, le président Snow est finalement devenu un personnage des Hunger Games. Il organise les grands Hunger Games qui tuent beaucoup de monde, mais qui est à la fois très charismatique. Parce que en fait, c'est un monsieur qui décide de garder l'héritage qu'on lui a donné. L'héritage d'une société harmonisée, pas anarchisée,
je ne sais même pas si ça se dit, pas anarchique, autant pour moi, et il décide de garder ça. Il se dit, bah tiens, c'est comme ça que je vais garder la société, c'est comme ça qu'il faut. Il y a 1% de riches et 99% de pauvres qui sont exploités afin de nourrir les riches et afin de garder les riches dans l'opulence et dans la joie. Et donc, du coup, il a décidé de garder ça un peu comme ça et de faire souffrir les autres parce que bah, lui, il veut plus se retrouver pauvre, il veut pas que les... Voilà, c'est tout. Voilà, il s'est dit, bah, tiens, I was poor before, I'm not gonna go back being poor. So, that's just what he did. And voilà. Ainsi s'achève mon récit d'un peu des personnes victimes, des personnes qu'on dit méchantes, mais qui sont en réalité des grosses victimes. Très souvent, hein, c'est très souvent le cas. La plupart des, je dis pas, heureusement j'utilise le terme la plupart, la plupart des gens sont de grosses victimes. Après, il y a des gens à côté qui sont, mais ouf, voilà. Je ne vais pas en parler dans cet épisode-là. Ils sont intrinsèquement mauvaises, des personnes qui sont intrinsèquement méchantes ou mauvaises. Mais à côté, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup, c'est des victimes. Et bah, malheureusement, bah, on est entouré de beaucoup de personnes qui sont des victimes et de beaucoup de personnes n'ont pas accès à des soins. Beaucoup de personnes n'ont pas accès à l'aide. Je tiens juste à rappeler que toute personne qui souffre de peu importe ce que c'est comme maladie mentale, comme souffrance émotionnelle, voilà, tu as besoin d'un accompagnement d'un professionnel. Je ne l'ai pas rappelé dans beaucoup d'épisodes, mais je parle beaucoup de santé mentale. Personnellement, je ne suis pas coach. Je suis ni coach de santé mentale, ni coach de développement personnel. Je partage juste mes expériences, mes idées, le fruit de mes lectures, le fruit de mes discussions avec les gens. Et ce que je peux faire pour beaucoup, hein, c'est essayer de vous diriger vers des professionnels, essayer de vous diriger vers des associations qui parlent de santé mentale. Et ça, c'est une bonne chose. Apprenez à vous écouter en tout temps. Apprenez à être présent pour vous. Apprenez à accepter qui vous êtes pour pouvoir être une meilleure version de vous. On n'est pas parfait. Des fois, on a des parties de nous qu'on n'a pas envie que les autres y voient. Voilà pourquoi il faut les traiter. Voilà pourquoi il faut travailler dessus. Voilà pourquoi il faut apprendre à guérir pour pouvoir aider d'autres personnes à guérir et à devenir de meilleures versions d'elles-mêmes. Il faut le vouloir pour le pouvoir. Et je rappelle aux gens qui vont bien, entre guillemets, qui ont une bonne aura et une bonne énergie, vous n'êtes pas des médecins, donc vous ne pouvez pas aider tout le monde. Vous ne pouvez pas être là pour tout le monde. C'est ces gens qui, dès que quelqu'un a un problème, se disent, bah, tiens, je peux, je vais, j'ai assez d'énergie, assez de force, assez de gentillesse, assez d'amour pour l'aider. Ce n'est pas forcément votre travail. Vous pouvez écouter, vous pouvez être une bonne oreille pour quelqu'un. Vous pouvez l'écouter, la laisser s'exprimer parce que des fois, les gens ont envie qu'on les écoute. Mais il faut toujours orienter et aider les gens pour qu'ils aillent vers une écoute professionnelle, vers une aide professionnelle. Parce que croyez-moi, des fois, un professionnel peut t'aider en 2, 3 séances, 4 séances, quoi. Ça peut aller très vite avec un professionnel parce que c'est ce elle a appris. Il connaît les problèmes des gens, il sait comment démêler les nœuds, comment aider à soigner les blessures, comment guider, comment amener vers un processus de healing, un processus de guérison, plutôt que d'être là à écouter une personne. Des fois, tu la juges sans te rendre compte. Des fois, tu l'as induit en erreur sans te rendre compte parce que nous, maintenant, vu qu'on a regardé 2 ou 3 TikTok, on pense qu'on connaît. On va dire à une personne, bah, tiens, tu as une blessure d'abandon, tu as une blessure de rejet, tu as un dad issue, tu as un problème émotionnel, tu as un côté un peu sociopathe, tu es hypersensible. On ne peut pas, ce n'est pas à notre niveau de faire des gros diagnostics de malade mental parce que bah, ce n'est pas notre travail. Dites-vous, mettez-vous à la place d'une personne, je ne sais pas, vous êtes directeur marketing ou je ne sais pas quoi, une personne vient vous regarder et dit, bah, tiens, j'ai observé des pages Facebook tous les jours, je sais qu'il faut poster à 17h, à 18h, à 20h, c'est tout. On n'a pas besoin de stratégie de com, on n'a pas besoin de prendre quelqu'un pour faire du contenu de manière poussée, non. Voilà, moi, je regarde, je peux vous dire, parce que j'ai regardé 3 TikTok qui disent comment créer du contenu et gérer une page, j'ai le même niveau qu'un directeur marketing. Je suis désolé, mais ce n'est pas le cas. C'est la même chose que les professionnels de la santé mentale qui sont là, qui sont disponibles. Alors, ce qu'il faut faire au Sénégal, surtout au Sénégal et en Afrique, je vais te parler du Sénégal et en Afrique de l'Ouest, ce qu'il faut faire, c'est plus de sensibilisation. Il faut sensibiliser davantage et faire savoir aux gens que bah, y a des professionnels qui sont là pour vous,
Il y a les personnes professionnels qui sont là pour nous. Il suffit juste de chercher davantage. À mon niveau, je vais faire les recherches qu'il faut pour communiquer davantage dessus, pour partager le tout, pour que tout le monde y ait accès. Parce qu'on est en 2025. C'est des choses qui ne se savaient pas avant et c'est des choses qui se savent maintenant. Avant, c'était moins vulgaire et moins populaire parce qu'il y avait moins d'éléments de communication. Et je l'ai dit, dans la dépression, est-ce une mode? Ce n'est pas une mode. C'est une chose que les gens y vivent. C'est une chose qui est réelle et c'est une chose que les gens y vivent. Et en fait, aujourd'hui, on a 2 fois plus de stimuli. Les gens sont là, on est là, on défile sur Internet. On n'a pas le temps de s'écouter, de se poser, de se connecter à soi-même. Son spirit n'est pas nourri, nos énergies sont un peu desplettes. Tu es fatigué ici, tu es fatigué là-bas. Donc, en plus de tout ce qu'on a, tout ce qu'on vit dans nos vies de tous les jours, on sait que notre société, c'est une très bonne société avec beaucoup de vertus, mais c'est une société qui véhicule et qui transmet également beaucoup de blessures de génération en génération. Donc, du coup, c'est des choses sur lesquelles on a besoin d'accompagnement, qu'on a besoin d'aide et tout. Et donc, du coup, people, just aller voir et se laisser aider par des professionnels de la santé, ça ne veut pas dire que c'est dof. Ku dof bokkul ak quelqu'un qui passe par une phase ou bien quelqu'un qui a juste besoin qu'on l'aide à connaître des parties de lui-même ou d'elle-même pour qu'il puisse être une meilleure version d'elle-même. Amaana instant bi li la tere nekk directeur d'entreprise c'est yenn problème émotionnel yi la. Amaana instant bi li la tere nekk femme d'affaires femme la plus influente du monde c'est yenn problème émotionnel yi la. Donc peut-être ça, ce qui t'empêche d'être directeur d'entreprise, millionnaire, milliardaire, ou ce qui t'empêche d'être une femme d'affaires reconnue ou une directrice d'entreprise ou tout ce que tu veux, c'est tes problèmes émotionnels. Et si tu les règles, tu peux devenir une meilleure version de toi. Il faut s'autoriser à s'aider. Il faut s'autoriser à être une meilleure version de soi. Il faut s'autoriser à se dépasser. And only then, you will make the rest of your life the best of your life. And only then, you will live free from yourself. Il n'y a que là que tu pourras être libre de qui tu es. Tu pourras te libérer de tes chaînes et tu pourras déployer tes ailes et tu pourras voler, tu pourras aller loin. Only that. This is the only thing. So people, c'est un plaisir, ça me fait plaisir d'avoir pu enregistrer cet épisode. C'est incroyable, ça m'a pris beaucoup d'énergie, beaucoup de réflexion pour le sortir, cet épisode-là. Voilà. Finalement, il est sorti. Merci pour toutes les personnes qui sont là, qui écoutent. Bienvenue à toutes les personnes qui nous arrivent de TikTok, toutes les nouvelles personnes abonnées au podcast. Partagez le podcast en tout temps, faites-le connaître pour qu'on puisse avoir une plus grande communauté. On est 3600, je pense, sur TikTok. J'ai envie de faire grow la communauté TikTok. Je pense que c'est le seul réseau où je veux atteindre 10 000 abonnés. Je veux qu'on ait 10 000 abonnés. Je veux qu'on fasse grow la communauté sur TikTok afin en fait qu'on puisse toucher plus de monde. Et voilà. Je ne savais pas comment les gens étaient bienveillants dans la communauté TikTok. Je ne savais pas. Et dans les commentaires des vidéos, je me rends compte de la bienveillance qui est véhiculée. Et ça, franchement, ça me donne de l'espoir et ça me fait plaisir. Alors, partagez le podcast en tout temps. Donate pour le Buy Me a Coffee. Le lien est en description si vous pouvez. Si vous ne pouvez pas partager pour que d'autres personnes puissent donate, partagez, faites ce que vous voulez du podcast. Mais faites-le connaître à d'autres personnes. Présentez les épisodes à des personnes qui vous pensez que ces épisodes-là peuvent les aider. Et voilà. Et voilà. Harcelez-moi pour que je puisse poster et voilà. Voilà, ça me fait plaisir. Thank you people. See you for the next episode and buckle up people because you and I in this pod, we are going to kill it. Bye.